d'améliorer la précision de la cartographie. Non seulement établir des lignes de niveau, bon, moi j'ai travaillé avec des cartes qui étaient à l'échelle du 100 millième, qui dataient d'il y a 60 ans. Donc c'est des choses qui sont à mettre au goût du jour, cartographie. Qu'est-ce qu'il faut aussi faire? C'est déterminer exactement le profil du fleuve entre Kinshasa et Inga, ce qu'on appelle la bathymétrie. Et tout ça pour permettre de calculer avec précision cet axe hydraulique depuis Inga jusqu'à Manyanga, pour savoir où établir ce barrage de Manyanga. Alors bien sûr, la cartographie permet aussi de définir de manière plus précise les différents ouvrages à établir, écluses ou probablement ascenseurs pour le canal du Bakongo. Alors, quel est le programme au niveau hydraulique? Fixation de la cote de retenue du barrage du Grand Inga. Bon, on n'est pas encore à Inga ou de chute. Il y a encore une marge de manœuvre là, de 2-3 mètres qu'il faut affiner. Et pour l'affiner, il faut accroître ou démarrer des mesures à caractère hydrologique, c'est-à-dire déterminer le régime du fleuve, quels sont les débits qui passent notamment à Kinshasa, et de déterminer de manière aussi précise que possible pour savoir quelle est la part des débits d'étiage et des débits de crue. Position du barrage, je l'ai évoqué, la cote de retenue idem, donc tout ça pour tracer les axes hydrauliques et être sûr qu'on pourra effectivement passer, notamment donc, de Inga vers le Pumalego à Kinshasa et de là vers l'amont. Alors il faut aussi voir quelles sont les zones inondées, parce qu'entre Inga et Manyanga, nous remontons le niveau du fleuve. Ça va impacter nous aussi et quelques villages sur le voisin, donc il faut, dans le voisinage, donc il faut aussi examiner quel est l'impact. Mais il y a déjà des réalisations à niveau topographique. Les nouvelles bornes géodésiques, quand je dis nouvelles, elles ont maintenant déjà une dizaine d'années, établies par GPS, notamment le Bakongo. Bon, c'était destiné à avoir toute la, la tranche est-ouest, donc partant de l'océan, disons Atlantique, et allant jusqu'à notamment Inélo. Donc il y a des bornes géodésiques sur lesquelles on peut s'appuyer et pour établir la cartographie plus précise là, du Bakongo. Pour définir le niveau, le profil du fond du fleuve, donc les moyens de bathymétrie, on a maintenant des procédés par radar. Jadis on travaillait par hélicoptère, maintenant on travaille avec des drones, donc les prix dégringolent et on peut avoir des précisions assez rapidement, pas trop chères et précises. Bon, conclusion. Ah, c'est temps d'arriver. On peut être tenu pour acquis qu'il y a un marché pour le Grand Inga. Je considère que l'option hydrogène peut être envisagée avec une relative sérénité. Il faut, à mon sens, penser l'aménagement du fleuve entre Kinshasa et l'Irongoma en termes globaux. Donc pas seulement penser Inga et hauteur de chute pour produire de l'électricité Inga, non, il faut aussi voir Inga plus Manyanga, donc voir tout l'aménagement
du bief dans sa globalité. Une chose qui est intéressante, parce qu'on m'a fait la remarque en son temps, ça coûte un os. C'est vrai que ça coûte un os, mais les gros investissements donc barrage sur le fleuve, écluses, ascenseurs, etc., c'est à envisager quand les études auront suffisamment avancé. Nous avons vu que les études pour un tel ouvrage, ça ne se fait pas en 6 mois. L'échelle de temps, c'est 20 ans. Et plutôt 30 que 20. Ça veut dire que les gros investissements, 100 milliards et quelques, c'est à partir, c'est dans 20 ans, 20 ans, d'aucuns diront que c'est demain, c'est en tout cas pas pour tout de suite. Alors, l'avantage de tout ça, la canalisation du Bas-Congo, donc la possibilité d'un trafic grand gabarit, mais ça permettra de drainer les 12 000 km de voies fluviales. Et enfin, un paramètre à aussi ne pas négliger, c'est que non seulement il y va de l'intérêt de la RDC, mais des pays que j'ai évoqués tout à l'heure, avec lesquels il y a déjà un partenariat, notamment au sein de la SICOS, mais il faut aussi qu'il soit, à mon sens, associé à ce projet. Voilà, en résumé, qu'est-ce qu'il faut faire? La SICOS, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est SICOS? Oui. Un petit peu SICOS. Commission internationale de... Le nom m'échappe. Coopération. Oui, la coopération fluviale, hein, ça touche au transport fluvial. Oui. Et si je ne m'abuse, en son temps, hein, parce que les choses évoluent, c'était il y a bien 10 ans, il y avait un siège à Matadi, le secrétaire, à Brazzaville. Oui, oui. Moi, je ne le connaissais pas. Oui. Je peux rechercher mes sources et vous, vous transmettre l'information. Sinon, vous allez sur Google, SICOS, Commission internationale. Commission internationale. Commission internationale du bassin Congo-Bangui Sangha. Ah bon. Voilà, on en prend tous les jours. Bien, alors, bon, ça fait énormément de choses à faire et à coordonner. Donc, personnellement, moi, ce que je préconise, c'est, comment dirais-je, donc, installer un organisme, appelez-le institut, appelez-le agence, appelez-le n'importe comment, mais en tout cas, un organisme qui puisse coordonner les planifications, les coordinations, alors les différentes études à réaliser que j'ai évoquées, cartographie, hydrographie, hydraulique, géologie, etc. Alors, oui, il faut trouver le financement, mais enfin, il y a premier stade, financement des études, ça devrait pouvoir se trouver assez facilement, la Banque mondiale devrait pouvoir intervenir. Alors, il y a après ça le financement des ouvrages, mais à partir du moment où les études sont faites sérieusement et où il y a une base étude solide, je pense qu'en général, c'est ce qui se passe, le financement des ouvrages se fait sans trop de difficultés. Alors, il y a aussi des aspects juridiques, donc les spécialistes là, qui sont autour de moi comprendront qu'on touche quelque part du droit international. Donc, on s'inspire en quelque sorte des, comment dirais-je, des statuts de fleuves tels que le Rhin, tels que le Danube, où il y a des commissions internationales qui régissent le trafic sur ces grandes voies internationales. Et pour autant, si je ne me trompe, la SICOS est un petit peu dans cette mouvance-là. Ouais. Et alors, pour finaliser les différents ouvrages hydrauliques,
et ne pas devoir dépendre de laboratoires extérieurs. Bah, si le pays peut financer et construire un laboratoire d'essai hydraulique à l'université de Kinshasa notamment, voilà. C'est une ligne que j'avais mise en son temps et qui faisait plaisir à mon collègue et ancien étudiant d'ailleurs, le professeur Magoula, malheureusement décédé, à qui l'on rend hommage au passage. Voilà. Alors, en résumé, pour garder le moral, voilà les chiffres. Bon, investissement global estimé pour aller jusqu'au Grand Inga, tabler plutôt sur 100 milliards de dollars que 80. C'est l'échelle de grandeur. Si on inclut là à côté la part de l'aménagement fluvial. Bon, qu'est-ce qui touche à l'aménagement fluvial? C'est essentiellement la construction d'écluses, soit des écluses de 50 mètres de chute avec bassin d'épargne, soit des ascenseurs de 100 mètres de chute. Comptez grosso modo qu'on est à 1 milliard et demi la pièce. On tourne autour de plutôt 8-10 milliards, rien que pour la partie aménagement fluvial, ce qui, dans l'ensemble, ne devrait pas dépasser 10% de l'investissement global, ce qui est raisonnable. Les puissances qu'on peut développer à Inga-Manyanga sont notées là, ce qui donne une production électrique de 430 milliards de kilowattheures par an. Si avec ça, vous produisez de l'hydrogène, attention, comprimé à 700 bars, donc livrable directement dans les voitures et les autobus notamment. J'ai compté prudemment que ça permettait de produire 7 millions de tonnes par an. Pour produire ça, ça va vous coûter 6 milliards de dollars. Mais, au prix du marché, c'est de l'hydrogène qui peut être vendu à 3 dollars le kilo. Bon, 3 dollars, 3 euros. Alors, pour donner un ordre de grandeur, si vous allez maintenant à une pompe à hydrogène chez Colruyt à Halle, ou bien, où est-ce qu'elle est la deuxième en Belgique? Bon, enfin, il n'y a que chez Colruyt à Halle, parce que je dis ça parce que tout le monde peut y aller. C'est presque 10 euros le kilo. Donc, si vous produisez à 3 euros le kilo, comptez même 1 euro pour le transport et 1 euro pour la distribution, ça laisse encore une marge de manœuvre pour le vent. Et comme je l'ai dit, par rapport aux 60 millions de tonnes d'hydrogène produits sur l'année, dans le monde, on ne perturbera pas le marché et donc les prix ne vont pas s'effondrer avec la production humaine. Ça veut dire quoi ça? 7 millions de tonnes à 3 euros, ça peut rapporter 21 milliards de dollars par an. Donc, vous investissez 100 milliards. Chaque année, il y a un coût de production de 6 milliards de dollars, mais vous avez une retombée de 20 milliards de dollars par an. Donc, bénéfice, 15 milliards, moins la part d'amortissement. C'est quand même considérable. Pour autant que l'argent ne disparaisse pas de manière évanescente, ça peut quand même profiter à la communauté. Quoi. Bien, ben voilà. La conclusion finale, c'est que on peut commencer déjà maintenant, mais pour être près dans 20 ans, je suis optimiste. 25 ans, c'est peut-être plus raisonnable. Voilà. Ma question, c'est au niveau de la formation. Est-ce qu'on a suffisamment la matière de gens formés pour pouvoir répondre à cet organisme qui permettra de faire face aux différentes études qui seront amenées à la réalisation de ces projets? C'est vrai qu'il faut des spécialistes assez pointus dans ces matières. Et oui, des collaborations internationales, c'est indispensable. Les Chinois, qui ne sont pas, il faut bien le dire, n'importe qui, la Chine qui est devenue l'atelier du monde, comme on dit,
les Chinois ont fait appel à un bureau d'études allemand pour l'ascenseur. Mais c'est des entreprises chinoises qui évidemment ont construit sur place, quoi, hein. Au point de vue études hydrauliques, oui, il y a quelques instituts, bon, dans ce que je connais, hein, c'est pas exhaustif, mais par exemple, une référence à la matière au point de vue international, c'est le laboratoire d'hydraulique de Delft, aux Pays-Bas. Vous avez aussi Grenoble, en France, avec EDF, qui a d'ailleurs été bureau d'études aussi bien de la première étude INGA que de la deuxième, la dernière. Donc, ils ont là des spécialistes en ouvrage hydraulique, aussi bien pour l'aspect génie civil que pour l'aspect électricité. Ils combinent les deux, quoi. Voilà. Alors, pour la réalisation, pour avoir des coûts chantiers, ben, voilà, vous avez pour le moment, on voit l'exemple de INGA 3, c'est un consortium, il y avait deux, chinois et espagnols. Et le gouvernement congolais a dit, messieurs, arrangez-vous, faites un pot commun, quoi. Donc ils ont fait une contre-proposition, maintenant c'est un consortium, pour autant que je sache, sino-espagnol qui va emporter le marché, mais voilà, à qui va-t-on le vendre dans la mesure où l'Afrique du Sud est en train de se remplir, quoi. Mais oui, effectivement, il faut... bon, je dirais que modestement, moi j'ai été, voilà quoi, 6 fois, c'est pas 7, donner des cours à Kinshasa, à l'UNIKIN, en formant des gens qui sont devenus, enfin il y en a un qui est devenu professeur et voyage. Voilà. Mais il faut une dizaine d'années, hein, pour former et un ingénieur et hydraulicien, quoi. Hein. J'aurais souhaité que vous fassiez un petit mot par rapport à... En fait, pour revenir sur la présentation, je pense que la partie qu'on avait discuté à la réunion, c'était plus par rapport à tout ce qui est bathymétrie, relevé, à l'installation, qui est déjà plus intégré dans la partie études, sur lequel, oui, il n'y a aucun problème, c'est quelque chose qui se fait de manière très courante, faire des relevés bathymétriques, comme vous le disiez, monsieur, on peut le faire avec différentes techniques, en fonction de l'accessibilité du site, vraiment aucun problème. Et maintenant, les outils, on a des précisions qui sont très, très importantes. C'est un projet, bon, on a peut-être qualifié ça de pharaonique, vu dans les années 70, ça avait un caractère, oui, pharaonique. Au jour d'aujourd'hui, non. Au jour d'aujourd'hui. On a même envisagé, par exemple, pour les terrassements dans la zone entre Inga et Goma, des terrassements par des bombes nucléaires, des bombes souterraines nucléaires. Vous voyez, pour dire jusqu'où ça va. Mais, bon, maintenant, il n'y a plus personne qui osera proposer ça. Alors, oui, dans les ouvrages de cette classe-là, qui ont un caractère imposant, un des derniers à être mis en service, c'est le nouveau canal de Panama, où là aussi on brasse les dizaines de milliards de dollars. Mais cela dit, oui, le nouveau canal de Panama, c'est pour permettre le passage de ce qu'ils appellent les bateaux de la catégorie Panamax, donc Panama Max, hein, comme Boeing qui fait les 737 Max. En fait, non, les Panamax, soyez au sérieux, les plus grands gabarits porte-conteneurs, il y a un trafic là de plusieurs millions de tonnes, je dis bien, qui existait et qui existe toujours. Donc, au point de vue des bouchers, il n'avait pas de grosses surprises à attendre. Le marché était là, présent. Ici, c'est vrai qu'il est en devenir. Mais quand je vois à quelle vitesse les techniques autour de l'hydrogène et les voitures et les énergies vertes, à quelle vitesse ça se développe, et ça doit se développer, hein, pour
protection du climat, il n'y a rien à faire, il faudra qu'on y passe. Oui, il y a un marché pour l'hydrogène, certainement. Mais, comme je dis, ce ne sera pas avant 20 ans, de toute façon. Que ce soit pour faire Gratinga ou que ce soit pour le canal du Bas-Congo, l'heure d'aujourd'hui, c'est l'heure des études, des études. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est lancer des pistes pour montrer que du point de vue technique, la chose est possible. Bon, alors, à partir de là, on peut se dire, ben, si on y croit et qu'on se lance dedans, on n'est pas sourd. Hein? Bon, voilà. Mais il faut affiner avec une étude de faisabilité, alors faisabilité économique, réellement le marché, etc. Et au point de vue faisabilité technique, bon, ben, par des essais sur modèle, par des études, bureaux d'études plus approfondies. Mais sur le marché, vous avez des tas de bureaux d'études qui peuvent prendre leur lait, que ce soit du point de vue cartographie, topographie, comment dirais-je, nos bureaux techniques, génie civil. Écoutez, c'était très intéressant. Bon, et comme vous l'avez partagé, dit, ce sont des perspectives de 20 à 30 ans. Mais il y a toujours ce problème. Choisir, c'est renoncer. Au niveau du Congo, il y a beaucoup de choses à faire. Et quand on voit toutes les péripéties déjà autour du seul INGA, le nombre de projets qui ont été avancés, notamment pour INGA 3 avec les HP Billiton, et puis d'autres formules avec l'Afrique du Sud, qui elle-même maintenant devient frileuse. Entre-temps, il y a eu un traité entre l'Afrique du Sud et le Congo pour la valorisation d'INGA. Bref, tout ne pourra pas être fait en même temps. Comme vous l'avez dit, il n'est pas trop tôt pour étudier. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Et surtout, étudier des scénarios potentiellement alternatifs ou capables de se combiner dans une échelle de temps assez longue. Mais la première priorité aujourd'hui pour le Congo, me semble-t-il, c'est le port en eau profonde des bananes. Et là, je ne suis pas sûr que ce soit la formule la plus adéquate qui ait été retenue jusqu'ici. Et donc, INGA. Et pour INGA, il y a le grand enjeu, qui me semble-t-il, c'est l'étude des stratégies tarifaires pour le Congo. Comme vous l'avez fait allusion, vouloir éclairer toute l'Afrique, c'est séduisant, puisqu'on pourrait aller de manière théoriquement compétitive, mais ça reste à prouver, jusqu'à dans le sud de l'Italie. Mais ça voudrait dire que le prix auquel le Congo va vendre son électricité à la sortie d'usine va être ridiculement bas, parce qu'il faut financer toutes ces lignes à haute tension. Donc, pour le Congo, l'enjeu véritable, c'est de dire que dois-je faire pour que dans ma zone nationale, l'énergie qui sera produite à Inga soit de loin la moins chère au monde. De manière à ce que si j'ai entre-temps construit des infrastructures d'import en eau profonde, que je prévois des zones économiques spéciales du côté dans le Bas-Congo, bon, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité et avec quel argent pour donner un avantage comparatif au Congo au niveau industrialisation. Mais il y a plusieurs éléments intéressants, notamment pour Banadia. Il est certain que évacué par une voie fluviale ou un canal serait quand même beaucoup plus intéressant. Donc c'est plein de possibilités. Il y a des choix. Le temps est un facteur difficile à maîtriser, surtout dans un pays comme le Congo. C'est des choix stratégiques en fait. Ah oui. Au point de vue de l'électricité locale, je rejoins votre idée. Ce qui est le plus intéressant pour l'intérieur du pays, c'est les productions
Même hydroélectrique local. Absolument, décentralisé ou solaire. Ça peut être hydroélectrique, ça peut être éolien et surtout solaire. C'est nettement le plus intéressant. Mais il y a, ce que je voulais dire aussi, c'est que en aval de Kinshasa, il y a actuellement un chantier de barrage sur un affluent du Congo. Le nom m'échappe, mais c'est construit par des Chinois. Ça doit être sur la non pas la Russie. Inkisi, Ouais. Donc, manifestement, c'est pour destiner, c'est pour, comment dirais-je, donc c'est pour servir Kinshasa en fait. Hein. Oui, mais ici, il y a déjà un barrage depuis longtemps. Donc c'est sans doute pour augmenter sa capacité. Mais Inga, à mon avis, sa vocation, à part l'hydrogène que vous avez souligné, c'est d'alimenter les grands centres miniers et industriels, les grandes villes comme Kinshasa, ça tombe sous le sens, et les centres industriels et miniers. Parce que la finalité, en fin de compte, pour le Congo, ce qui est vraiment stratégique, bon, les politiques, je ne sais pas comment ils vont le comprendre, c'est qu'il faut arriver à un moment ou l'autre de pouvoir transformer les matières premières qu'on trouve localement en produits industriels ou en produits finis si on a la technologie. C'est ça la finalité. Donc, avoir un marché régional le plus ouvert possible. Tout à fait. Et c'est cette partie-là qui va générer l'industrialisation et qui va générer de l'emploi, entre autres. Parce que aujourd'hui, on a des politiques qui ont une vision de l'emploi qui est forcément publique. Or, c'est une aberration, en fait. Tout à fait. Et il y a beaucoup d'idées, de projets qui sont sans lendemain. Par exemple, il y a un office qui doit s'occuper de la mise en valeur d'un profondeur qui a été créé déjà il y a chaque 6 ans, même plus. Qu'est-ce qu'il fait cet office-là? Je ne sais pas. Moi, je n'en entends plus parler. Je me rappelle quand j'avais fait une étude sur le gars, j'avais été rendre visite. Les intentions étaient bonnes, mais l'État congolais n'a jamais donné les moyens à cet office de fonctionner. Peut-être que ça existe encore. Donc, quand on pense créer une structure de monitoring et d'études, il faut aussi s'assurer de la durabilité et de la viabilité. Il faut se passer dans une optique à long terme avec des politiques qui n'ont pas toujours des visions. Si on n'est pas sur la même échelle, en fait, même la notion du temps est très variée sur les politiques, puisque eux, il faut voir une vision, une projection sur 30 ans. Donc, le mérite de ceci, c'est une vision à 30 ans. Mais la mise en valeur d'Inga comme telle, maintenant du grand Inga, c'est la priorité. Donc, on va déduire des sous pour ça, éviter qu'il y ait d'abominables surfacturations, et que, disons, le prix de l'énergie qui sortira soit un incitant pour les investisseurs locaux et étrangers. Ça, je suis en train de dire, je rejoins au niveau des objectifs, multiplier les objectifs spécifiques, de telle sorte qu'on puisse essayer de rentabiliser, essayer qu'il y ait autofinancement pour une petite branche. On le multiplie à plusieurs objectifs spécifiques pour arriver à notre objectif final qui serait notre. Et puis, ça c'est une incidente et un autre sujet. Il faudrait aussi que le Congo se dote d'une institution de financement sérieuse, avec des partenaires nationaux et étrangers, de manière à pouvoir mener des stratégies d'investissement dans les infrastructures retenues prioritaires après une discussion politique. Mais tout ça aussi, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des banques. Parce que j'ai toujours souvent au Congo, il n'y a pas de banques. On a des caisses. Ce que j'appelle au Congo, ils ont des caisses. On laisse l'argent et puis on va chercher. Une banque, la vocation première, c'est de pouvoir soutenir l'investissement. La
sauf crédit. l'idée Donc, qui a c'est un existé, investissement qui existe qui peut-être a- encore, Donc, c'est- n'a pas d'impact. non. Mais l'idée ici, c'est vraiment la nécessité de mettre en place ce genre de trust international, hein. C'est-à-dire un fonds d'investissement, un fonds souverain d'investissement qui puisse réfléchir ou en fait voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut soutenir financièrement ce genre de projet. Projets et d'autres, et surtout D'autres. les projets d'investissement privé qui viendront s'éclater sur des infrastructures à créer. Et là, concrètement, est-ce que les politiques ont conscience, ils ont au courant de ces projets? Enfin, Ils sont politiques actuelles, hein, je veux dire, parce qu'il y a eu... c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être, le professeur peut, bon, ça c'est qu'on s'était dit, c'est-à-dire qu'il avait pris des contacts assez avancés à une certaine époque. Oui. Et malheureusement, à l'époque, la personne, le contact, est décédé quelque temps après. Et bon, donc avec l'arrivée des amis qui sont là-bas, on a essayé de prendre contact. Et bon, ils sont, en tout cas, l'intérêt est évident. Oui. L'intérêt est évident jusque-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il fallait d'abord écouter. Il y a d'autres, hein, il y a tout ça. On peut voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire une petite fiche technique condensée. Comme ça, et le faire aboutir. Comme ça, on aura un feedback assez concret de ce qu'ils veulent. Ceux qui des structures à mettre en place, mais donc, c'est cet organisme en fin de compte qui va gérer des études, puisque c'est là qu'il va falloir commencer. Parce que tout doit commencer là. Oui, puisqu'il c'est vrai que le domaine est très transversal, Oui, puisque tout à fait. il y aura un impact au point de vue formation, puisqu'il va falloir, enfin, sans doute. Maintenant, le ministre du Plan est censé, lui, piloter tout ça. Le malheur des ministres, c'est qu'ils changent, que ce soit en Belgique ou chez nous. Il n'y a pas toujours de vision semblable à long terme. C'est peut-être la faiblesse qu'on a chez nous au Congo. Vous savez, moi j'ai vu pratiquement dans tous les pays voisins, là, que ce soit le Rwanda, le Burundi, c'est un cas spécial. Ils ont tous ce qu'on appelle une sorte un peu genre propagande, hein. Ça veut dire une structure qui fait un peu le rôle de prospective. Donc, prospective et évaluer toutes les options stratégiques qui se prennent, Et les avantages et les inconvénients de chaque option, en sachant qu'elles ne sont pas toutes compatibles. Certaines sont complémentaires, et donc il faut avoir de la cohérence dans les approches, mais il y a aussi des options où, si on l'a choisi, on renonce. Il y a le coût alternatif qu'on fait avec on ne sait pas tout faire. Et une structure pérenne, c'est-à-dire qui ne dépend pas des aléas du pouvoir, tout ça qui est là. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va essayer de... Moi, je pense que si tu vois qu'il y a des contacts au niveau du pouvoir actuel, enfin, moi aussi j'allais un petit peu, donc on va militer dans ce sens-là. On doit, je pense, dans les prochains jours,